Alors maintenant, c'est intéressant de voir la position des uns et des autres. Si on veut que cette négociation débouche sur quelque chose, c'est intéressant de voir où ils en sont. Alors, je vais commencer par les pays pauvres, je vais les appeler comme ça sans jugement de valeur, évidemment. Ce sont les derniers émetteurs, même si on appelle ça intensité énergétique n'est pas bonne. Ils émettent beaucoup de gaz carbonique par unité produite, mais comme ils produisent très très peu, ils émettent au final très très peu. Derniers émetteurs, premières victimes. Ça c'est clair et net, ce sont eux qui souffriront du réchauffement climatique, la sécheresse et les rendements agricoles. Ils ont déjà des problèmes alimentaires comme ça, le niveau des mers, les cataclysmes climatiques qui seront concentrés géographiquement dans les zones plutôt tropicales. Et donc, première victime en termes de réfugiés climatiques, il faut peut-être rappeler autour de nous que les réfugiés climatiques seront d'abord des réfugiés dans ces pays, ce seront les paysans qui iront dans les villes. Ensuite, ce seront les pauvres des villes pauvres qui iront dans les pays pauvres voisins. Et puis, il y en aura qui viendront chez nous, effectivement, ceux qui pourront se le payer. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Mais en tout cas, ce seront les premières victimes. Ce sont les moins armés pour peser dans les négociations, vous l'avez compris. Faiblesse économique, faiblesse diplomatique. La seule solution pour les pays pauvres, c'est de trouver des alliés parmi les riches qui soient capables de prendre en compte leurs demandes. Alors c'est quoi leur demande ? Leur demande, c'est 2 degrés. Mais 2 degrés fermes, pas 2 degrés on pourrait. Ils exigent les 2 degrés. Les pays des îles des Pacifiques exigent même 1,5. Évidemment, elles disparaîtront complètement si le niveau de la mer monte au-delà des 2 degrés. Alors, on peut constater ici, du coup, qu'il y a une certaine convergence entre les pays les plus pauvres et les pays industriels, on va appeler, entre guillemets, dits progressistes. Et dans ces pays progressistes, il y a l'Union européenne. Il peut y avoir convergence de l'UE et des pays les moins avancés en termes de convergence, de rigueur dans la convergence sur les émissions. Ils ont une demande très forte, c'est dans le financement de l'adaptation, dont je parlais tout à l'heure, les fameux 100 millions. Ben oui, 100 millions, il n'y a aucun crédit public qui ira dessus. Donc, il faut un engagement public. Alors là ils sont tout seuls. Là, ils sont tout seuls parce qu'ils demandent que ces 100 millions se rajoutent, évidemment, puisque la donne climatique, c'est nouveau. Ils demandent que ces 100 millions se rajoutent à l'aide publique au développement, auquel ils ont droit depuis pratiquement un demi-siècle, les fameux 0,7% du PIB, et dont ils touchent aujourd'hui 0,1, 0,2. La France était à 0,4, mais en intégrant les dom-toms. Bon, je ferme la parenthèse. Donc là, on a un vrai sujet. Ils sont déjà là, du coup, tout seuls. Ils exigent aussi des financements pour les pertes et dommages, parce qu'évidemment, ce sont les premiers touchés par les cataclysmes, les fameux 200 milliards par an. Alors ici, la totalité des pays riches est complètement opposée. Si l'UE était encore prête à discuter sur l'APD, sur ce sujet-là, rien. Et puis leur posture est devenue politiquement extrêmement compliquée parce que jusqu'à présent, dans les groupes de négociation à l'ONU, ils font partie des 134 pays, tous regroupés, PMA, Chine, Arabie Saoudite, Bangladesh, tous ensemble dans le même bateau pour négocier. Or, vous avez compris qu'ils ont aujourd'hui des intérêts complètement, radicalement différents. Et donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment dans cette négociation arriver à faire pression sur la Chine, comment faire pour que les pays émergents, les pays les moins avancés, puissent faire en sorte que les Chinois entendent un minimum ce qu'ils racontent. Vous avez compris que le rôle de l'Europe ici est central, quoi. Ou l'Europe restera fidèle à ses valeurs fondatrices, ou les PMA ne pourront tout simplement que regarder ce qui se passe. Alors du coup, deuxième grande catégorie de pays, les pays industrialisés,
qui entrent positivement dans la négociation, aujourd'hui, je dirais, il y a l'Union européenne, la France et l'Allemagne. On pourra peut-être parler de la France et l'Allemagne tout à l'heure, parce que c'est des sujets un peu plus, un peu plus polémiques, mais pas forcément très intéressants. Mais je les esquiverai pas, le cas échéant. Voilà. Alors pour l'Union européenne, il y a des caractéristiques communes, mais il y a aussi des choses contrastées. Les caractéristiques communes, c'est que les pays industrialisés, globalement, font partie des premiers émetteurs. On l'a vu tout à l'heure, j'ai donné des chiffres, j'y reviens pas. Premier émetteur par tête d'habitant, premier consommateur par tête d'habitant, pas les premières victimes, sauf certaines régions, on l'a vu aux États-Unis. Ils ont un rôle historique. Depuis 1850, ce sont eux qui émettent. Ce sont eux aussi qui ont fabriqué le modèle de civilisation, j'ai presque envie de dire la civilisation de consommation, qui sert aujourd'hui de modèle au niveau de la planète et qui est tellement émettrice. Ils rejettent la notion de responsabilité. On ne savait pas. Ils ont une avance technologique. Les pays industrialisés, globalement, ont une intensité énergétique faible. Ils consomment peu d'énergie pour produire, ils émettent peu de gaz carbonique pour produire. Ils ont un rôle très important. Mais cette avance aujourd'hui fond comme la neige au soleil. La Chine les rattrape fortement. Alors ils sont divisés parce qu'effectivement il y a les progressistes et les autres qui ont des positions différentes, que ce soit en termes d'engagement, que ce soit en termes de contraintes, j'ai déjà mis des guillemets, de contraintes pseudo-juridiques, ou de financement. Alors les États-Unis, un des plus gros émetteurs, avec leurs 18 tonnes par habitant et par an. Les Australiens font pire, à 30 tonnes. Le Canada est très mauvais aussi, à 25. L'Arabie Saoudite sont aussi dans ces chiffres-là. Obama semble plutôt motivé. Il en a fait en tout cas un objectif de son deuxième mandat, mais il est manifestement coincé par son Congrès. Et du coup, il n'y aura jamais de ratification. C'est une situation historique, que ce soit à Kyoto ou Copenhague, c'était à peu près pareil. Du coup, les engagements aujourd'hui des États-Unis sont modestes. Ils sont aujourd'hui à 18 tonnes par habitant et par an. Ils vont descendre à 14 pour être dans la fourchette acceptable des 2 degrés. L'ensemble de la planète devrait être autour de 5 tonnes par habitant et par an en 2030. Donc les États-Unis vont faire un gros effort en passant de 18 à 14. Alors localement, ils font quand même des choses. Ils ont renoncé à l'oléoduc de Keystone, ce qui n'était pas facile, vu les lobbies. Mais enfin ils se rattrapent avec les gaz de schiste, avec les exportations de charbon. Et puis ils freinent sur le fonds d'adaptation. Ce n'est pas les champions de la solidarité. Alors l'Union européenne, on n'est pas fiers, mais quand même, elle est plutôt en pointe sur ses engagements. Moins 40% par rapport à 1990, d'ici 2030. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend les chiffres, elle est à 8 tonnes par habitant et par an, et elle descendrait à 6 tonnes par habitant et par an, ce qui la situerait dans la fourchette haute, ce qui est l'effort parmi les pays industrialisés de très loin le plus élevé. Elle est en pointe dans les engagements, mais le rythme de réduction de ces engagements s'est ralenti. Le paquet climat de 2014 est nettement moins ambitieux que celui de 2008. La crise passe par là, donc on est moins audacieux. Puis l'avance technologique diminue. Aujourd'hui, les aciéries les moins polluantes au monde ne sont pas en Europe, mais en Chine. Les normes de pollution automobile sont plus sévères en Corée qu'en Europe. Volkswagen est aussi passé par là, enfin les Allemands et puis Volkswagen. Le prix du CO2 en Europe est dramatiquement bas. J'ai parlé des 3 € la tonne, alors qu'on sait qu'il faudrait qu'il soit au minimum à 10-15. Donc c'est un vrai souci. L'Europe est aussi divisée entre, on va dire, les pays industriels de pointe, performants
est relativement ouvert diplomatiquement, on va dire le nord de l'Europe et l'Allemagne. Et puis les émergents de l'Union européenne, Pologne, Tchéquie, etc., dont la position diplomatique s'apparenterait plutôt à celle de la Chine. Résultat, les négociateurs font remarquer que les négociateurs européens discutent aujourd'hui moins avec la Chine, les États-Unis, etc., qu'entre eux pour arriver à se mettre d'accord. Donc ça, c'est quand même un vrai souci. L'Europe non plus n'a pas de politique énergétique commune. Entre les Allemands qui sortent du nucléaire et les Français qui disent surtout pas, les Anglais qui veulent développer les gaz de schiste, l'Europe s'est engagée sur des objectifs, mais n'a pas de politique énergétique cohérente. Mais bon, on a vu qu'elle a un rôle important dans le système diplomatique mondial, parce qu'elle a autrefois tenu ses engagements, donc elle a une crédibilité, elle a les engagements les meilleurs, donc elle peut interpeller la Chine, chose que les États-Unis ne peuvent pas faire. Ils ont le niveau le moins pire en tête d'aide publique au développement, donc ils sont entendus aussi par les pays du Sud. Finalement, on se rend compte que l'Europe et les pays les moins avancés seraient susceptibles de peser. On peut rajouter encore certains pays émergents comme l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine qui seraient capables de faire partie de ce pôle moteur dans les négociations.